Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry. Bonjour à tous, bienvenue dans Vos Animaux, merci de votre fidélité. Alors au programme aujourd'hui, nous allons consacrer ce matin la première partie de notre émission à l'Ukraine et de la situation des animaux là-bas. Loin de nous bien sûr l'idée d'oublier la souffrance des Ukrainiens, des familles, des femmes et des enfants, mais nous voulons simplement apporter notre éclairage sur un volet moins traité par les médias, le sort de ces animaux ukrainiens. Beaucoup d'Ukrainiens, et vous l'avez certainement vu dans les images qui sont diffusées un petit peu partout, essaient de partir avec leurs chiens, leurs chats sous le bras, mais la situation est tellement dramatique que beaucoup d'animaux sont abandonnés à leur sort, faute de pouvoir faire autrement. Alors en France et ailleurs en Europe, des associations se mobilisent pour leur venir en aide, à eux aussi. AIFO France, le Fonds international pour la protection des animaux, en fait partie. Loïs Lelanchon, qui est chargé du programme Wildlife Rescue chez AIFO, sera avec nous pour faire le point. Et puis nous donnerons également la parole à Célia, qui est présidente d'une association qui essaie également d'aider ces animaux. Et puis dans C'est votre histoire, cette semaine, on donnera la parole à une militante de la cause animale. Elle a consacré 40 ans de sa vie à la lutte contre le trafic animal. Brigitte Piquet-Pellor sera mon invitée. Elle publie un livre qui résume ce combat. Dans l'enfer du trafic animal, c'est aux éditions Christine Bonneton et ce livre est préfacé par Brigitte Bardot. Voilà le programme, à tout de suite. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente Sud Radio Vos Animaux et vous. Tous les jours, nous découvrons des images absolument effroyables arrivant d'Ukraine depuis que la Russie a envahi l'Ukraine et poursuit ses attaques. Environ 1 million de personnes ont fui le pays. Des personnes déjà traumatisées qui ont été, pour beaucoup d'entre elles, confrontées à la décision insupportable de laisser derrière elles leurs animaux de compagnie. Certains Ukrainiens ont pu prendre leurs chiens, leurs chats, mais se retrouvent parfois confrontés à une difficulté, celui du passage des frontières avec un animal lorsque on ne fait pas partie de l'Union européenne. Et oui, il y a des règles précises à respecter en temps normal. Enfin, il y a tous les animaux qui sont restés là-bas, les animaux de compagnie et les autres abandonnés à contre-cœur, bien sûr, par ces familles absolument déchirées. Et puis, il y a ceux qui étaient déjà dans les refuges avant la guerre, dont on va parler aussi ce matin. Des associations se mobilisent, chacune à leur place, celles qui aident les Ukrainiens en premier lieu, et puis celles dont la vocation est d'aider les animaux. Et c'est à elles qu'on va donner la parole ce matin. 2 invités pour m'accompagner. Bonjour Loïs Lelanchon. Bonjour Natacha. Bonjour Loïs, merci d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes chargé du programme Wildlife Rescue chez AIFO, le Fonds international pour la protection des animaux. Votre association s'est mobilisée pour venir en aide aux animaux ukrainiens. Vous allez nous expliquer de quelle manière, bien sûr. Et puis avec nous également Célia Le Navonant. Bonjour Célia. Bonjour Natacha. Célia, merci également à vous d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous faites partie de cette chaîne de solidarité avec votre association qui s'appelle Cœur d'Achat, qui possède un refuge en Roumanie et qui est pleinement mobilisée actuellement pour aider les animaux venant d'Ukraine et leurs propriétaires qui sont absolument désespérés, bien sûr, d'avoir, pour certains d'entre eux, dû laisser leur animal sur place. Alors j'aimerais d'abord, peut-être en premier lieu, que chacun d'entre vous nous présentiez votre association. On va commencer avec vous, Célia. Oui. Alors voilà, moi je suis donc la présidente de l'association Cœur d'Achat. C'est une association qui est créée depuis 4 ans. Nous avons donc un refuge en Roumanie, dans la région de Iași, à Pașcani, où nous accueillons environ entre 150 et 170 chiens. Ça dépend des périodes, bien sûr. Ce petit refuge a été créé grâce à des dons exclusivement de nos grands fans sur notre page Facebook. Oui. Voilà, donc ce petit refuge qui n'est pas très loin de la frontière. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons été touchés. En première ligne, finalement. Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'on a été touchés par ce qui arrive, bien sûr, aux Ukrainiens et à leurs animaux.
Mhm. Alors, en temps normal, avant cette période de guerre, comment travaillez-vous avec ce refuge, la France? Vous faisiez venir des animaux en France? Tout à fait. Nous faisons adopter nos animaux en France, au Luxembourg, en Belgique et en Suisse. Donc, ce sont des animaux qui sont récupérés ou de maltraitance ou qui sont nés dans la rue, puisque il y a énormément de chiens errants dans les rues de Roumanie. Donc, nous les prenons en charge, nous les stérilisons, nous les vaccinons. Ils ont un passeport et nous étudions les dossiers de demande d'adoption pour qu'ils puissent ensuite venir vivre toute leur vie dans des familles de ces pays. Vous êtes combien à travailler dans votre association Cœur d'Achat, Célia? Alors sur l'association, on est 9 bénévoles, donc c'est beaucoup de travail. Même si on est 9, on a l'impression que bon, ça va, ils sont beaucoup, mais non. Ah non, 9, c'est pas beaucoup, non, par rapport au nombre d'animaux que vous gérez, non, c'est sûr. Voilà, c'est beaucoup de travail. Et sur place, on a une personne qui vit à demeure sur le refuge, puisqu'on a une maison d'habitation et une petite clinique, et une personne qui est responsable de ce refuge et qui s'appelle Marussia Ouanea, qui est une amie que je connais depuis une dizaine d'années. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné la motivation de créer cette association? Ça a démarré comment, cette jolie histoire? Alors en fait, je suis rentrée comme bénévole dans une autre association qui s'appelle Remember Me France, où je suis restée quelques années. Et puis bon, les choses faisant dans la vie, parfois on ne choisit pas son destin. J'ai créé ma propre association pour aider Marussia à sauver des chiens de Roumanie. Donc c'est vrai que ce sont des chiens que je connais depuis longtemps et je regarde un petit peu et je m'intéresse à la cause animale en Roumanie depuis une dizaine d'années en fait. On sait que là-bas la situation bien avant la guerre était compliquée pour les animaux en Roumanie. Très compliqué, très compliqué. Il y a énormément de naissances et c'est pour ça qu'on fait tous les mois une campagne de stérilisation gratuite, c'est-à-dire que l'association prend en charge les stérilisations des chiens de propriétaires en Roumanie qui n'auraient pas les moyens de payer leur stérilisation. Alors selon nos finances, on peut faire entre 20 et 100 stérilisations par mois en fait, pour essayer d'éradiquer cette énorme prolifération des naissances. Bien sûr. Les Ukrainiens, de la connaissance que vous avez finalement de cette partie-là de l'Europe, les Ukrainiens ont peut-être un rapport un peu différent aux animaux de compagnie que les Roumains. Peut-être un rapport qui est plus similaire au nôtre en France. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ce qu'on a pu remarquer. On peut voir d'ailleurs sur les images qui tournent sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes de télévision que la plupart des Ukrainiens ont essayé d'emmener avec eux leurs animaux. Le problème qui se pose, c'est lorsqu'ils arrivent aux frontières, puisqu'ils n'ont pas de passeport et donc pas de certificat de vaccination. C'est en dehors en plus de l'Union européenne, donc ça a été au départ très compliqué d'avoir les autorisations des DSV pour que les chiens puissent tout de même rentrer. Oui, donc, parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs, c'est qu'en temps normal, quand il n'y a pas de difficultés avec des réfugiés qui arrivent par milliers, voire par millions, il y a un protocole sanitaire à respecter pour rentrer en Union européenne avec un animal. On ne peut pas arriver et passer la frontière comme ça. Bon, là, on va rentrer dans les détails tout à l'heure, mais effectivement, ces mesures ont été un peu allégées vu l'urgence de la situation. Et nous avons tous vu, effectivement, sur ces images qui nous arrivent d'Ukraine, ces familles déchirées, ces familles qui sont vraiment démunies de tout, faire le maximum pour prendre leur chat, leur chien et arriver à trouver un moyen de partir tous ensemble parce que l'animal fait aussi partie de la famille et qu'on ne peut pas le laisser sur place. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On va donner maintenant la parole à Loïs Lelanchon qui représente l'association AIFO pour faire la même chose que vous, Célia, c'est-à-dire une présentation de votre association avant qu'on explique, grâce à vous, grâce à vos témoignages, la situation ukrainienne. Loïs. Oui, alors le AIFO, c'est le Fonds international pour la protection des animaux. Donc nous sommes une association internationale qui est présente dans 15 pays avec des projets dans à peu près 40 pays. Et nous sommes donc une association qui œuvre pour le bien-être animal ainsi que pour la conservation des espaces et des habitats et des espèces sauvages. Donc nous avons des actions qui œuvrent pour le
bien-être animal avec des actions de terrain et aussi du plaidoyer. Et une de ces spécificités, des spécificités d'AIFO, c'est justement d'avoir une équipe qui travaille réellement sur la gestion des catastrophes, donc qui est formée dans ce secteur et sur cette thématique. Donc ça peut être notamment des sauvetages d'animaux lorsqu'il y a des catastrophes naturelles ou des conflits. On l'a vu d'ailleurs relativement récemment quand il y a eu ces incendies gigantesques en Australie. Vous aviez été sur place avec vos équipes pour renforcer aussi les équipes d'AIFO déjà présentes dans ce pays. Tout à fait, oui. Donc effectivement, les incendies en Australie, mais également aux États-Unis, les inondations, etc. Oui. Donc c'est vrai que c'est une. Donc vous avez une équipe d'urgence qui intervient en cas effectivement de catastrophe. Et là, vous avez été sollicité. Une fois de plus, j'ai envie de dire malheureusement, pour cette catastrophe précisément. L'un comme l'autre, quelles sont les informations qui vous parviennent d'Ukraine et des pays frontaliers qui recueillent donc, qui accueillent plutôt les réfugiés et leurs animaux? Alors, je tiens à le redire et à le repréciser. Ce matin, on a fait le choix de parler des animaux qui proviennent d'Ukraine ou qui sont restés en Ukraine. Évidemment, on ne minimise en aucun cas la douleur des Ukrainiens, la douleur des familles et des êtres humains, mais on voulait faire un focus sur cette partie animalière de ce sujet, sans porter de jugement de valeur sur l'importance ou non qu'il faut lui accorder. Pour nous, c'est important parce que les animaux font partie des familles et voilà, on avait aussi envie de traiter leur sort. Alors, ceci étant dit, Loïs et Célia, quelles sont les informations que vous avez actuellement des retours de terrain? Peut-être avec vous en premier lieu, Célia, vu que vous avez un refuge à proximité de la frontière. Tout à fait, oui. Alors, en fait, nous, on reçoit énormément d'appels au secours des refuges qui sont en Ukraine, parce que les refuges sont bombardés et que les chiens sont effectivement tués. Et on a aussi, en fait, des appels au secours venant de Moldavie, parce que les Ukrainiens qui arrivent avec leurs chiens en Moldavie et qui ne sont malheureusement pas en règle sanitaire pour pouvoir continuer leur chemin, sont obligés de les déposer dans les refuges moldaves qui sont déjà surchargés parce que la situation en Moldavie est exactement la même que la situation en Roumanie par rapport aux chiens. Donc on a aussi des lancements d'alerte et des appels au secours des refuges en Moldavie qui n'ont plus de quoi nourrir leurs chiens et qui doivent en plus assumer une arrivée d'animaux importante sur leur propre refuge. Et en Ukraine, on ne sait pas trop ce qui se passe dans les refuges ukrainiens. Alors nous, on a réussi à faire sortir quelques chiens d'Ukraine, notamment 6 qu'on a pris en charge hier soir, qui sont arrivés dans notre petit refuge. La situation est assez catastrophique parce qu'en fait, ils ont eux aussi des problèmes de gestion de l'alimentation, puisque plus rien ne fonctionne en Ukraine. Notamment aussi, on peut pratiquement pas leur envoyer d'argent parce qu'on pourrait les aider financièrement. Mais il n'y a plus rien à acheter de toute façon, j'imagine. Voilà, il n'y a plus rien à acheter et les entreprises ne fonctionnent plus. Donc c'est vrai qu'il y a des refuges en Ukraine qui nourrissent leurs chiens avec du pain, tant qu'ils ont du pain, et avec un petit peu ce qu'ils trouvent, mais c'est vrai que la situation commence à devenir très catastrophique pour les chiens en Ukraine. On a aussi, je pense, pour beaucoup d'entre nous en tête, cette image d'une jeune Ukrainienne, Anastasia Yalonskaya, qui a ému le monde entier parce qu'à 26 ans, elle ne voulait pas quitter son refuge, ses animaux, et elle en est morte. Elle a été tuée en allant nourrir des chiens d'un refuge. Donc voilà, on voit bien que ce drame, qui est avant tout un drame humain, est aussi par ricochet un drame du monde animal. Loïs, vous, quelles sont les informations qui vous sont retransmises de vos contacts localement? Nous avons également des informations similaires, c'est-à-dire que la situation est critique actuellement en Ukraine, avec effectivement des refuges et des structures comme des parcs zoologiques, par exemple, pour parler de la faune sauvage, qui ont du mal en fait à pouvoir même alimenter et nourrir leurs animaux juste
en raison de ce conflit armé et avec des personnes qui risquent leur vie pour pouvoir donner à manger à leurs animaux. Effectivement, les denrées de première nécessité sont de plus en plus rares. Donc c'est vrai que la situation est en train de se compliquer. Nous sommes en contact avec les structures quotidiennement. Nous essayons un peu d'évaluer les besoins sur le terrain et effectivement d'apporter des solutions comme nous le pouvons. Bien sûr, sachant que c'est un conflit armé qui est très compliqué à gérer. Évidemment, ça, je crois que on l'a tous malheureusement parfaitement bien compris. Vous avez évoqué effectivement le sort des animaux sauvages qui sont en captivité dans des parcs zoologiques. Car et oui, en Ukraine aussi, il y a des parcs zoologiques et on comprend bien que ces animaux-là n'ont plus accès à grand-chose. En tout cas, c'est ce que l'on imagine. Et puis, il y a ce qu'on appelle les animaux de rente, les animaux de ferme. Là aussi, leur sort est tout à fait incertain, Loïs, j'imagine. Oui, alors malheureusement, nous avons peu d'informations concernant la situation des animaux de rente dans les élevages. Donc, ce qui est assez préoccupant, même très préoccupant, dans le sens où ces élevages sont généralement des milieux captifs qui sont gérés par des humains, des agriculteurs, et ces personnes-là peuvent être elles-mêmes prises dans des conflits ou avoir rejoint les forces armées. Donc, c'est vrai qu'on a peu d'informations, malheureusement, concernant les animaux de rente, et ça devrait être une des priorités. Alors, effectivement, tout est une priorité, malheureusement, actuellement, mais ça devrait être une priorité au niveau du bien-être animal et également concernant les enjeux sanitaires, étant donné que ce sont des animaux qui sont dans un milieu captif où il pourrait y avoir des conditions insalubres et qui sont liées à des fortes densités dans les élevages. Il faudrait presque ouvrir les portes, non ? C'est presque mieux de les imaginer en liberté. Ou pas. Je ne sais pas si c'est une solution envisageable. Ce qu'il faudrait, une intervention humaine. Alors effectivement, et comme on n'arrive déjà pas à intervenir pour les êtres humains, ça semble compliqué d'intervenir pour les animaux. Oui, tout à fait. Non, alors concrètement, comment s'organise en fait la solidarité sur place ? Comment vous travaillez, vous, en tant qu'association, Loïs ? Donc l'aide internationale, comme on a pu le voir, elle s'organise essentiellement aux frontières de l'Ukraine, donc dans les pays de l'Union européenne, comme la Pologne ou la Roumanie. Et donc actuellement, c'est vrai que nous sommes en contact avec les autorités, mais également les organismes humanitaires pour évaluer les besoins et pour avoir un plan d'action concernant pour amener de l'aide en fait à ces animaux. Alors effectivement, c'est vrai que dans l'Ukraine, c'est très très compliqué, comme on vient d'en parler. Donc c'est vrai que là actuellement, c'est vraiment la coordination internationale se fait entre les autorités, les organismes humanitaires, mais également les associations de protection animale. Donc voilà, pour essayer de mettre en place un système. Quels sont les besoins urgents que vous avez recensés et auxquels vous êtes en capacité d'apporter un début de réponse ? Alors, très pratiquement et très précisément, je dirais que l'acheminement de denrées humanitaires et de denrées de première nécessité, que ce soit de la nourriture pour les animaux, mais ça peut être également du gasoil, notamment pour les structures, les parcs zoologiques qui dépendent en fait de gasoil pour faire fonctionner le chauffage, par exemple, sur des enclos. Donc voilà, c'est vraiment l'acheminement de denrées qui est une des priorités au sein de l'Ukraine lorsque les évacuations ne sont pas possibles. Donc on sait que maintenant, avec un peu de recul et au fil des jours, les évacuations sont de plus en plus compliquées en raison des conflits internes. Les infrastructures sont endommagées et effectivement c'est très risqué maintenant d'évacuer. Alors donc c'est vrai qu'il faut se concentrer sur l'acheminement de denrées au sein de l'Ukraine. D'accord, ça veut dire que des camions partent. La société centrale canine notamment a mobilisé ses soutiens et ses partenaires historiques et il y a eu justement une très forte solidarité. Royal Canin, on peut citer une marque dans ce cas de figure, je crois, a répondu à cet appel en faisant un don de 100 000 € d'aliments pour les chiens. Voilà un exemple parmi d'autres. J'imagine que les soutiens viennent d'un petit peu partout.
Oui, nous avons des soutiens qui viennent vraiment du niveau international, donc ça vient vraiment de partout, avec notamment une très forte mobilisation de l'Europe, ce qui est toujours très appréciable. C'est vrai que maintenant, je dirais que la priorité est de pouvoir gérer en fait toute cette aide et pour pouvoir amener cette aide jusqu'à l'Ukraine. Donc c'est ce qui est au niveau logistique très compliqué. Restez avec nous, on va marquer une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes en compagnie de mes deux invités pour parler de la situation en Ukraine côté animaux. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente Sud Radio, vos animaux et vous. Ce matin, dans Vos animaux et vous, nous avons fait le choix de parler de la situation des animaux en Ukraine, les animaux de compagnie, les animaux de rente, la faune sauvage captive également. Et pour nous éclairer, deux invités sont à mes côtés depuis le début de cette émission. Loïs Lelanchon, qui est chargé du programme Wildlife Rescue chez AIFO, et Célia Navonan, qui est la présidente d'une association qui s'appelle Cœur d'achat et qui a un refuge en Roumanie, qui fait le lien actuellement entre ce refuge roumain et la France. Célia, de votre côté, quelles sont votre manière en fait d'aider les animaux en Ukraine? Qu'est-ce que vous arrivez à mettre en place en ce moment? Au niveau des animaux, en fait, on a créé un hôpital de campagne vétérinaire. C'est-à-dire que nos vétérinaires, ils sont 3, proposent gratuitement la mise aux normes des animaux qui arriveraient d'Ukraine. Donc, on propose et les soins et la stérilisation, le puçage, donc la mise en place d'une microchip et le passeport. Et on fait aussi la vaccination totale, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de faire le vaccin anti-rabique, on fait aussi tous les vaccins attenants de manière à ce que les Ukrainiens puissent partir et traverser des frontières avec un animal en règle et des papiers en règle. Est-ce que les mesures sanitaires, la réglementation a été un petit peu assouplie par l'Union européenne justement pour permettre cette entrée dans l'Union d'animaux de compagnie qui n'étaient pas forcément, entre guillemets, aux normes de l'Union européenne? Oui, tout à fait. En fait, ce sont les vétérinaires de Roumanie qui ont alerté les services responsables parce que justement, il y avait ce problème au départ de la guerre que les personnes devaient abandonner leurs animaux aux frontières parce que les frontières ne laissaient pas, bien sûr, passer ces animaux qui n'étaient pas en règle. Donc, il y a eu une levée des conditions sanitaires et un assouplissement. Mais nous tenons, bien sûr, parce que nous travaillons justement pour que les animaux roumains soient stérilisés, que les naissances soient amoindries et que les chiens ne soient pas contaminés de maladies qui soient propageable. Du coup, nous travaillons encore sur cet esprit-là et c'est pour ça que nous proposons à tous les animaux d'Ukrainiens d'être mis en situation régulière sur le territoire roumain. Il y a eu aussi un assouplissement par rapport au vaccin antirabique puisque normalement il y a 21 jours de délai pour que ce vaccin soit officiellement légal. L'Ukraine n'est pas un pays indemne de rage, je crois. Tout à fait. Donc voilà, à ce niveau-là, il y a eu aussi un assouplissement à partir du moment où ils sont vaccinés anti-rabique. Il y a un très gros assouplissement pour le passage aux frontières. Comment vous voyez la suite, Célia, si vous la voyez d'ailleurs, parce que c'est compliqué bien sûr de se projeter. Oui, je suis très inquiète et tant au niveau des humains, parce que nous faisons partir aussi des camions directement en Ukraine avec des dons humanitaires. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les Roumains qui sont très sensibles et il y a énormément d'aide au niveau des frontières où nous travaillons. C'est vraiment impressionnant toute cette solidarité et ça, je tiens à remercier les Roumains qui sont souvent décriés. Et là, voilà, ils montrent le bon exemple. Je crois que c'est un petit peu partout, donc ça, c'est à souligner fortement. J'ai très peur. Je me demande ce qui va se passer. Moi, je me suis personnellement inscrite pour accueillir une famille ukrainienne à la maison. Donc, je suis en attente. Mon dossier a été. C'est pas si simple.
de faire cette démarche et finalement on pense qu'il suffit d'ouvrir sa porte, mais non, il y a quand même beaucoup de démarches administratives à faire derrière. Tout à fait, tout à fait. Et puis il faut aussi, il faut pas se cacher, il faut aussi pouvoir subvenir aux besoins de cette famille qui va arriver. On ne sait pour combien de temps, donc voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais là, la France a mis quand même en place pas mal de choses et bien sûr pour les animaux, eh bien on essaye de faire le maximum parce que nous sommes une association de protection animale, mais on n'a pas pu dissocier en fait sur cette guerre le côté humain et le côté animal. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est l'un ne va pas sans l'autre en fait. On peut pas dissocier. Au vu du comportement des Ukrainiens par rapport à leurs animaux, on les voit traverser des rivières sur des planches avec des bergers allemands ou des... On ne peut pas s'empêcher finalement de se projeter dans cette situation et te dire si j'étais à cette place... Voilà, j'aimerais quelqu'un me tendre la main aussi. Dernière question qui vaudra pour chacun d'entre vous, Célia et Loïs. Célia, de quelle manière on peut vous aider, nous, ici en France, les auditeurs de Sud Radio, qui, je pense, ont été touchés par votre récit? Écoutez, il y a plusieurs façons de nous aider. D'une page, partager les posts de nos chiens pour qu'ils soient adoptés, parce que plus il y a des chiens sauvés... Je rappelle le nom de votre association, c'est Cœur d'Achat. Oui, et ça s'écrit ASHA, mais vous pouvez taper « Sauver un chien » sur Facebook et vous nous trouvez tout de suite. Et puis, une autre manière, c'est bien sûr participer à notre collecte pour notre hôpital vétérinaire de campagne qui est mise en ligne sur notre page Facebook. Et tout cet argent est exclusivement impacté pour les Ukrainiens, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour mettre les animaux en règle lorsqu'ils arrivent sur le territoire roumain et on l'utilise aussi pour acheter des médicaments, de la nourriture qu'on arrive encore un petit peu à envoyer en Ukraine. Donc ça, on le fait aussi très très volontiers et on aide aussi tout ce qui est refuge en Moldavie et en Roumanie qui auraient accueilli des chiens ukrainiens et qui seraient dans le besoin financier et de croquettes et de vaccins ou ce genre de produits vétosanitaires dont ils auraient besoin. Une petite association, mais particulièrement active, notamment sur ce sujet, déjà en temps normal, mais en particulier en ce moment, en écho à cette actualité. Cœur d'Achat, merci infiniment à vous, Célia Le Navonant. Je vais donner la parole et poser la même question à Loïc Lelanchon d'AIFO. Comment on peut vous aider? Loïs, pardon. Alors effectivement, pour les auditeurs, il s'agit vraiment de soutenir les actions qui sont organisées par les organismes humanitaires, les associations humanitaires, ainsi que les associations de protection animale, en participant par exemple aux collectes de denrées de première nécessité et en faisant des dons. Notamment pour AIFO, pour soutenir en fait les évacuations d'animaux ainsi que l'acheminement de denrées de première nécessité comme la nourriture pour animaux ou encore effectivement des produits vétérinaires. Eh bien, merci à vous Loïs Lelanchon, merci également à Célia d'être venue nous expliquer cette situation si particulière en Ukraine qui impacte aussi les animaux. Allez, sans aucune transition, c'est l'heure de notre question veto. Sud Radio Vos Animaux, question veto. Et c'est Mireille qui est avec nous. Bonjour Mireille. Bonjour Natacha. Comment allez-vous Mireille? Merci. Moi je vais très bien et je suis contente de vous avoir. Alors, nous aussi nous sommes contents. Dites-moi. Je vous avais contacté pour vous poser une question parce que mon chat est pucé. Oui. Il a 12 ans, il a été pucé. Une puce électronique, il a 3 ans. Oui. Pardon? Il a une puce électronique. Oui. Et depuis avant-hier, elle est très apparente. C'est-à-dire qu'en le caressant, j'ai trouvé que au début, je pensais que c'était un corps étranger dans la fourrure. Ouais. En fait, je me suis rendu compte que c'était sous l'oreille gauche, à l'endroit où il a cette puce. Alors, sous l'oreille gauche. Oui, vraiment à l'endroit où je sais que la puce est placée. D'accord. Et est-ce que le chat, votre chat a 12 ans, hein, vous me dites? 12. Est-ce qu'il aurait un petit peu maigri ces derniers temps?
Non, j'ai l'impression qu'il a plutôt grossi. Ah bon, d'accord. Bon, de toute façon, la puce, ma question était, si la puce, par exemple, est en train d'être évacuée ou alors non, ça c'est pas possible. Défectueuse, est-ce qu'il sera identifié ou pas si par hasard je le perdais, ce qui m'a... Alors, si la puce est défectueuse, je précise qu'il sort pas, c'est un chat d'appartement, mais de temps en temps il va en pension. D'accord. Et donc à ce moment-là, on le transporte en véhicule, en voiture, et là-bas il est dans une pension où il y a beaucoup d'autres chats. Donc il faut qu'il soit pucé. Bien sûr. Alors, la puce défectueuse, je ne vais pas dire que ça n'arrive pas, mais ça arrive dans des cas rarissimes. Donc, si elle est défectueuse, il ne sera plus identifiable. Mais le moyen d'en avoir le cœur net, c'est d'aller chez votre vétérinaire. Il va prendre le lecteur, il va passer le lecteur au niveau de la puce et il va tout de suite voir si son lecteur a une information qui arrive via la puce. Donc ça, on saura si elle fonctionne ou si elle fonctionne pas. Bon, si elle fonctionne pas, il faudra en remettre une autre. Après, la puce qui sort toute seule, ça, c'est pas possible non plus. Voyez, même quand il fait sa toilette oui. Non, elle est placée sous la peau. En plus, s'il a 12 ans, j'imagine qu'il est pucé depuis très longtemps. Donc, depuis l'âge de 3 ans. Voilà, donc la puce, ça ne risque pas de ressortir. Enfin, il y a aucun sujet par rapport à ça, donc soyez rassurés. Donc je pense que tout simplement, peut-être qu'il a un peu évolué dans sa corpulence, qui pourrait expliquer que vous sentiez la puce. Moi, je vous conseille. Elle est quand même très apparente. Je la vois pas, mais je la sens. Et j'avais l'impression que c'était quasiment comme si elle allait s'en aller. Voilà. D'accord. Bon, c'est tout petit quand même, une puce. Ça fait à peu près. Ça fait 1 mm de diamètre et 3-4 mm de long, vous voyez, donc c'est vraiment minuscule. Donc moi, ce que je vais quand même vous conseiller, Mireille, c'est d'aller chez votre véto. Alors, il n'y a peut-être pas une urgence à y aller là, tout de suite, maintenant, mais prenez un rendez-vous prochainement pour faire un petit bilan complet. Comme ça, il va tester la puce et puis il va vérifier ce que vous sentez, parce que si ça se trouve, c'est pas la puce que vous sentez. C'est pas un abcès, c'est pas aussi grand. Hein. Non, mais ça peut être une petite masse graisseuse, autre chose. Vous voyez, c'est pas forcément la puce. Donc, parce que la puce, vérifier. D'accord. Voilà, la puce, elle est toute petite. Je dis pas qu'on ne peut pas la sentir parfois, mais c'est rare. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle va pas ressortir toute seule. Donc là-dessus, soyez totalement rassurés, Mireille. D'accord. Ok. Allez, je vous remercie. C'est moi. Vous savez, auparavant, tous mes autres chats étaient tatoués dans l'oreille droite. Oui, mais on fait de moins en moins le tatouage. Oui, on préfère les puces électroniques. C'est le premier que j'ai avec une puce. Mais c'est très fiable, donc soyez rassurés. Merci à vous, Mireille, pour votre appel. Merci de votre réponse. Je vous en prie, passez un excellent week-end. Allez, on marque à nouveau une courte pub et on se retrouve juste après. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, c'est votre histoire. Et donc c'est votre histoire. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir une pionnière de la protection animale. Bonjour Brigitte Piquet-Pellors. Bonjour Natacha. Merci beaucoup Brigitte d'avoir accepté cette invitation. Brigitte, vous êtes investie dans la protection animale depuis de très nombreuses années. Vous avez rejoint la SPA en 1973 comme bénévole. Et puis en 1992, vous avez créé au sein de la SPA la cellule anti-trafic pour lutter dans un premier temps contre les vols de chats, de chiens pour les laboratoires, puis pour combattre les trafics d'animaux de compagnie. Vous avez un parcours qui est celui vraiment d'une femme engagée. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse, Brigitte, de nous expliquer comment vous êtes tombée dans la protection animale ? Écoutez, c'est très simple. J'ai pas eu la chance d'avoir d'animaux dans mon enfance, mais quand j'ai eu ma première petite chienne, je devais avoir dans la 20aine d'années, j'ai compris ce qu'était un animal, et à partir de là, je n'ai pas supporté qu'on les martyrise, parce que pour moi, c'est martyriser l'innocence. Donc, c'est plus fort que moi, je ne peux pas supporter de voir un animal souffrir, sans raison surtout. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'engager. J'avais ma chienne, puis un chat que j'avais recueilli au pied d'immeubles, dans un état lamentable. Et j'habitais à cette époque à Aulnay-sous-Bois, dans un appartement. Et par les fenêtres, j'ai vu un jour une femme
qui frappait à coups de pied un chien à la tâche. Le chien hurlait, terrorisé, et c'était, je ne sais pas, je peux pas vous l'expliquer, c'était plus fort que moi. J'ai dévalé l'escalier, à l'époque je pouvais le faire, et je suis allé trouver cette femme qui, bien évidemment, m'a dit d'un ton goguenard, vous faites partie de la SPA. À l'époque, j'avoue que je ne connaissais pas la SPA, donc j'ai immédiatement pris une carte de délégué enquêteur, et tout a commencé à partir de ce moment-là. Alors, vous venez de publier un ouvrage qui s'appelle « Dans l'enfer du trafic animal ». C'est aux éditions Christine Bonneton. Cet ouvrage a d'ailleurs été préfacé par Brigitte Bardot. Et vous expliquez, vous relatez vos multiples combats, vos innombrables enquêtes contre la maltraitance animale. Combien à peu près en avez-vous mené, Brigitte ? D'enquête ? Oui. Écoutez, c'est impossible à compter. Je sais que quand j'ai quitté la cellule antitrafic, nous avions plus de 6000 dossiers, dont une petite partie était résolue. Je ne peux pas vous dire combien d'enquêtes, c'est impossible pour moi de les compter. Mais j'ai voulu, Natacha, écrire ce livre, parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de livres sont publiés concernant le bien-être animal, la souffrance animale, enfin sur les animaux. Et c'est très très bien, des livres éthiques, philosophiques, des histoires personnelles, sur les différentes races, etc. Mais à ma connaissance, il n'y a pas ou très peu de livres sur les enquêtes de terrain. Et j'ai trouvé que c'était important que les gens sachent ce qu'il se passe derrière la frimousse d'un petit chiot ou d'un chaton en animalerie ou dans certains élevages. Alors justement, on n'aura pas le temps malheureusement d'expliquer l'ensemble de vos enquêtes, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous en raconter une qui est pour vous emblématique de cette situation et aussi de votre combat pour lutter contre les trafics d'animaux? Écoutez, c'est compliqué de parler d'une enquête. Moi, j'ai voulu choisir justement des enquêtes les plus diverses possibles pour pas lasser le lecteur. Maintenant, une enquête qui me vient à l'esprit. Brigitte. Oui, une ou deux situations qui vraiment pour vous, d'abord vous ont personnellement touché. Alors, elles vous ont toutes touché, j'imagine, mais particulièrement, et puis qui peuvent être pour nos auditeurs de Sud Radio révélatrices finalement de ce qu'est l'autre visage du monde animal, un visage beaucoup plus sombre. Bien sûr. Alors par exemple en Slovaquie, quand comment dirais-je, le courtier, le négociant nous avait enfin consenti à nous emmener dans un élevage, c'était absolument la misère absolue. Il y avait environ entre 600 et 800 femelles reproductrices dans un hangar non chauffé au mois de janvier en Slovaquie, avec des excréments partout parce qu'ils changeaient pas la paille. Ce qui m'avait aussi beaucoup choqué, c'est que je m'étais approché d'une chienne qui avait des croquettes collées dans sa gamelle. Elle m'avait regardé, elle avait commencé à manger. Et ces animaux sont privés de tout. Ils sont privés de la lumière, ils sont privés de la vie, ils sont privés de l'affection. Et vous savez, Natacha, il y a une très belle phrase d'une poétesse qui dit que le chien est un immense amour qui vit et meurt de son besoin d'aimer. Et ça, on peut le constater tous les jours. Et je me souviens que j'ai été obligé de sortir parce que j'avais les larmes aux yeux, donc j'ai prétexté que c'était l'odeur qui piquait les yeux, les narines, parce que l'odeur de l'urine, etc. Mais je pouvais plus supporter, et il fallait pas craquer devant ces personnes. Ça m'a beaucoup... et en France, c'est pareil. J'ai vu un élevage en Maine-et-Loire, j'en parle dans le chapitre intitulé 17 janvier 2012, où c'est pareil, les conditions des animaux, mais épouvantables. Et ce sont ces élevages qui interdisent l'accès au public et qui, jusqu'à présent, fournissaient essentiellement les animaleries. Alors, toutes les animaleries ne font pas affaire avec des élevages sans aucun scrupule, mais il y en a, c'est vrai, il faut le dire. Résumez-nous le visage de ces élevages contre lesquels vous avez lutté pendant des années, parce que c'est important de le préciser à nos auditeurs. Il y a des éleveurs sans scrupules qui font des animaux comme on produirait des boîtes de conserve par centaines.
C'est exactement ça. Les reproductrices et les reproducteurs sont des machines, ne bénéficient pas de soins, sont parfois laissés mis de côté pour mourir dans un coin sans soins parce que c'est trop cher, le vétérinaire. Je sais que dans certains élevages, on avait trouvé une façon de faire reproduire les chiennes de petite taille, 3 parties par an. Comment vous expliquer? C'est l'élevage en batterie, il n'y a plus aucune humanité, ces animaux sont détenus dans des conditions abjectes, souvent dans l'obscurité, je sais pas, ils sont déshumanisés, ce sont des choses, et c'est ça que j'ai voulu expliquer dans mon livre, que c'est bien de faire l'acquisition d'un chiot ou d'un chaton en élevage, mais il faut voir l'envers du décor. Et puis, vous savez, Natacha, il y a tellement d'animaux dans nos refuges, tellement d'animaux. Il y a d'autres solutions, il y a les animaux de refuge, et puis il y a des éleveurs aussi qui sont sérieux, qui font ça de manière normale, humaine, avec le cœur, avec professionnalisme, et c'est vers cela qu'il faut se tourner. Il faut vraiment se renseigner avant de prendre un animal pour éviter justement de continuer à mettre de l'argent dans ces usines à animaux, bien malgré nous, évidemment. Brigitte, comment se déroule une enquête de protection animale, en fait? Comment vous vous y prenez? Parce que là, on parle d'une situation où vous êtes arrivé sur place, mais avant tout cela, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. Alors, ce sont très souvent des signalements de particuliers. Quand on fait l'acquisition d'un chiot ou d'un chaton en animalerie, l'animal est malade, etc. Ensuite, nous faisons aussi des enquêtes concernant les petites annonces, parce que là aussi c'est un fléau incroyable, ces petites annonces. Et nous faisons des recoupements d'informations. Nous allons sur le terrain récolter des témoignages. Nous nous introduisons dans les élevages d'une manière tout à fait légale, bien sûr, mais en se faisant passer pour un potentiel client. Et puis, pour mieux accéder, parce que souvent ils sont très très méfiants, évidemment. Par exemple, dans le chapitre 17 janvier 2012, mon collègue Patrice s'était fait passer pour un négociant qui allait ouvrir une animalerie, très intéressé par l'élevage de la personne qui se trouve dans le Maine-et-Loire. Ça a été compliqué, il a fallu le mettre en confiance. Un premier collègue était allé une première fois sans résultat parce que ils savent très bien qu'ils sont hors les clous. En plus, il y a une économie souterraine qui aurait dû intéresser l'État depuis beaucoup de temps. Et puis, Natacha, je voudrais dire quelque chose parce que pendant des décennies, au-delà de la maltraitance animale évidente, nous avons interpellé les pouvoirs publics concernant la possibilité d'une épidémie de rage en France, parce que les animaux qui venaient des pays de l'Est et des pays d'Europe centrale, dans certains pays qui à présent sont indemnes de rage, mais à l'époque ne l'étaient pas, c'était un problème. Nous n'avons pas du tout été écoutés ni aidés. Et à l'heure actuelle, quand je vois les animaux d'Ukraine, quand je vois ce peuple admirable qui fait tout pour emmener ses animaux de compagnie, et qu'au début, la France était frileuse, maintenant elle a assoupli son protocole. Les règles ont été assouplies, effectivement. Voilà, mais franchement, et à l'heure actuelle, il y a encore des animaux en provenance de Roumanie qu'on retrouve sur les trottoirs des grandes villes, mis en vente par des gens appartenant à la communauté des Roms. La Roumanie, à l'heure actuelle, est encore sous le sceau de la rage. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a des problèmes sanitaires, il y a des problèmes, puis il y a surtout des problèmes, comment dirais-je, de notre humanité envers les animaux. C'est surtout ça, notre humanité. On va rester sur cette magnifique conclusion. Merci infiniment à vous, Brigitte Pequet-Pellors. Vous êtes une femme admirable, car ça fait des années que vous portez ce combat. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Dans l'enfer du trafic animal, c'est-à-dire absolument, c'est aux éditions Christine Bonneton et c'est préfacé par Brigitte Bardot. Voilà, c'est la fin de Vos Animaux. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve samedi prochain. Ciao à tous. Sud Radio, Vos Animaux. Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans.